Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 août, si je ne m'abuse. Probablement le 30 août 2014, ça je suis sûr. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui je rêvassais autour d'une situation. J'ai écouté, et il m'arrive de l'écouter assez souvent, cette vidéo-là, où on voit le vieux Gaston Bachelard interviewé au milieu de ses livres. Et dans cette entrevue, Gaston Bachelard confiait à son interlocuteur qu'il lisait tous les recueils de poésie qu'il recevait, tous sans exception. Un lecteur peut être un être extrêmement généreux également. Et Bachelard, alors âgé de 80 ans, qui continuait d'écrire, de réfléchir, de lire inlassablement, se donnait la peine de lire chacune des plaquettes qu'il recevait, du poète le plus glorieux au poète le plus obscur. Mais dans ce désir-là de poésie se cache une incroyable grandeur. Les poètes appartenant à une longue tradition de guerriers d'une certaine manière, de gens qui ont pris la parole, qui se sont donné la peine de braver les autorités parfois, qui se sont donné la peine aussi d'aller au-delà de leur propre cœur, de confier au papier, comme le disait si joliment Montaigne, leurs aspirations, leurs désirs, et de les offrir dans un geste à la fois grandiloquent et dérisoire, leur travail au monde. Et Bachelard, dans sa bibliothèque, recueillait les traces de ses ouvrages. Il y a de la grandeur, il y a de la générosité dans ce geste. De mon côté, ne me comparant pas avec Gaston pour les intimes, je vois bien que l'on m'adresse de plus en plus les livres, et je suis en train de me demander s'il n'était pas temps pour moi de lire que les livres amis que l'on m'envoie. Et je ne sais pas si j'ai perdu tout sens critique, mais je n'ai plus envie de critiquer les ouvrages humbles, je dirais. Critiquer Dostoïevski, Nietzsche, Paul Celan, Virginia Woolf, Victor Lévy-Beaulieu. Personne n'aura la fatuité de faire une chose pareille. Je pense, du moins. Mais critiquer quelqu'un qui n'a pas de notoriété, ou si peu, ça c'est facile. Alors également, je me réveille de plus en plus tôt. Je ne sais si c'est la cinquantaine, c'est curieux la cinquantaine, parce qu'on a encore beaucoup d'énergie, une sorte d'énergie mourante, comme un été finissant. Et en même temps, on ressent l'urgence de faire les choses. On ressent également, en tout cas du moins pour moi, on ressent également l'urgence de faire la paix avec son passé, de laisser, une fois pour toutes, les blessures se cicatriser, se disparaître, s'incorporer à notre peau même. Comme des scarifications. On les ressent quand on les parcourt du doigt, mais ces souffrances anciennes sont incorporées à notre épiderme, elles sont incorporées à notre charpente ontologique, mais elles ne nous font plus mal, elles nous structurent différemment, font de nous des êtres autres.
Alors, je me réveille donc la nuit et je pense à tous les projets que j'ai en cours. Moi qui est comme je me plais à le dire, une vieille recrue. C'est assez étonnant qu'à l'âge de 50 ans, je me mette à écrire un peu pour de vrai. J'y reviendrai là-dessus. J'y reviendrai également, je vous expliquerai, parce qu'on réfléchit à un projet là, après coup. Moi, je suis devenu un libraire de vocation au printemps 2012. J'ai compris, lors de certaines nuits de manifestation, ma vocation de libraire. Je ne l'avais pas compris jusqu'avant. Je exerçais mon métier, je ne dirais pas avec répugnance, mais avec assez peu d'enthousiasme, tout en le faisant de manière fort professionnelle. Il n'y a rien de si, euh, de si mémorable, il n'y a rien de si formidable dans cette chose-là. Nous sommes des millions à faire notre travail sans y mettre toute notre vie. On le fait avec diligence, on le fait avec compétence, on le fait avec brio, avec habileté, mais toujours en ayant une petite réserve, en ayant des arrière-pensées, où on reste sur son quant à soi. Alors, lors de ce printemps 2012-là, je suis devenu un vrai libraire, tel que les étudiants me l'ont fait comprendre en 2012. Vendre des livres, ça ne suffit pas à la vie de quelqu'un. Je dirais même aussi, lire des livres, ça ne suffit pas à la vie de quelqu'un. Il faut que ces livres lus, nous apportent quelque chose. Et que ce quelque chose-là qui nous transforme soit également offert au monde. Je vais conclure par une petite citation de Claude Simon, mais je ne vous lirai jamais du Claude Simon. Parce que Claude Simon, dans une de ses lettres, il répondait à une correspondante qui souhaitait lire en public ses livres. Et Claude Simon ne voulait pas qu'on lise en public ses livres, car il jugeait que cette lecture, eh bien, ne lui rendrait pas justice, car il faut les intonations au bon moment. Il faut la respiration au bon moment. J'ai appris que lire avec la bouche, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile qu'on ne pensait. Et je le répète à l'envi, qu'on nous a appris à lire avec les yeux, eh bien, c'est comme si on nous avait amputé de toute la capacité, de toutes les potentialités, de toutes les virtualités de nos 5 sens. Nous devons lire avec tous nos sens, avec notre corps, avec notre oreille, avec notre bouche, avec nos yeux. Nous devons lire avec tout notre être entier. Et lire avec les yeux, c'est d'une certaine façon de la lecture amputée. Écoutez, j'ai compris ça à l'âge de 50 ans. Il y a bien des choses qu'on comprend à l'âge de 50 ans. C'est ce que je commence à comprendre. La tradition juive nous dit que nous ne sommes pas adultes avant l'âge de 38 ans. Alors, il m'arrive évidemment de côtoyer de jeunes adultes de 40 ans. Ils ne savent pas, eux, parce qu'à 39 ans, 40 ans, 41 ans, tu te trouves terriblement vieux. Mais pour un homme comme moi qui est entré dans la petite qui est dans la petite cinquantaine, je puis vous assurer qu'à 40, 41 ans, vous êtes de très jeunes adultes. Puis là, je dis rien sur tous ceux qui sont davantage plus jeunes. C'est presque des enfants, à mes yeux. Mais on ne va pas les démoraliser et on ne va pas leur asséner des conseils qui sont l'équivalent de gifles, bien souvent. Alors, un tout petit passage. Et si les bienfaits des arts et des lettres apparaissent de façon moins immédiate, il n'y a pas en effet de progrès
en art. L'homme s'est cependant modifié chaque fois qu'un peintre, qu'un sculpteur ou qu'un écrivain, eux-mêmes issus de la longue suite de leurs prédécesseurs, ont dit le monde d'une façon tant soit peu nouvelle. Même l'illettré qui n'a pas lu et ne lira jamais Flaubert, Rimbaud ou Joyce ne vit pas aujourd'hui de la même façon que son semblable avant que ceux-ci apparaissent. Ce qui rejoint quelque chose que je pense depuis très longtemps, le pouvoir des livres, qui n'est pas apparent, mais qui relève de l'invisible, transforme la trame du monde. Chaque livre publié, chaque recueil de poésie, chaque plaquette vient irriguer à nouveau le sang du monde, vient lui donner une pulsation nouvelle, une sorte d'appel d'air qu'on ne ressent peut-être pas de manière consciente, mais qui agit partout, subrepticement, à notre insu bien souvent. Même l'amateur de hockey, même la personne qui est engluée, je dirais, dans la culture de masse, inconsciemment ressent la présence de notre travail. À nous, lecteurs silencieux ou lecteurs par les 5 sens. À nous, auteurs grandioses ou minuscules. Eh bien, notre présence au monde, à nous, orants, à nous, lisant, à nous, écrivant, eh bien, change la vie de ceux qui ne sont pas conscients de notre existence. Et qui même parfois s'en défient, et qui même parfois s'en foutent, mais si nous venions à disparaître, tous, que nous cessions de lire, que nous cessions d'écrire, que nous cessions de réfléchir, que nous cessions d'être ce que nous sommes, eh bien, il y aurait quelque chose qui se perdrait dans le monde. Et le monde se déglinguerait encore davantage. Les amarres de ce monde-là invisible finiraient par trembler sur leur socle. Ça ne changerait pas la face de la Lune, mais peut-être que si. Écoutez, petite vidéo improvisée. Moi, j'avais envie de vous dire quelque chose ce matin. Et je vais conclure aussi par Gaston Bachelard, qui toujours dans cette entrevue disait « N'avoir pas la mystique de la hiérarchie. » Oh, que j'ai aimé cette phrase-là. Mais la mystique de la hiérarchie, là, cette mystique-là, nous est imposée dès l'enfance, dès la petite enfance. Et elle est incorporée dans notre mental, dans notre psyché. Il faut s'en débarrasser de cette mystique-là. Chaque écrivain, chaque poète, chaque geste posé de création est un geste qui est en soi un geste qui a beaucoup de valeur et qui a beaucoup de signification. On n'est pas obligé d'être Dostoïevski pour écrire, et qu'il l'est de toute façon aujourd'hui. N'est-ce pas? Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Faites attention à vos tout proches aussi. Faites attention. Je vous embrasse. Bonne journée.